sont extrêmement imprévisible, dangereux. c'est aussi le mot qu'utilise justement Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Trump peut être décisif. Je pense que c'est la chose la plus importante pour nous. Ses qualités sont là. Il peut être décisif dans cette guerre. Il peut nous aider à arrêter Poutine. Je pense qu'il est à la fois fort et imprévisible. J'aimerais beaucoup que l'imprévisibilité du président Trump s'applique principalement à la Russie. Donc lui, Nicolas Tenzer, il y va tout droit. Trump, 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 imprévisible, imprévisible, Trump, Trump, Trump. Votre livre, il s'intitule « Notre guerre ». De votre point de vue, est-ce que, disons, le règlement de ce conflit, ce sera notre paix ou celle que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une Ukraine intégralement souveraine, notamment sur le Donbass et la Crimée, avec un Poutine qui capitule, ou alors ce sera une Pax Americana, celle de Trump, qui est plus favorable à l'idée qu'en réalité, M. Poutine continue d'occuper le Donbass, la Crimée, et que l'Ukraine reste souveraine sur ce qui lui reste de territoire, avec des Européens chargés de garantir la sécurité de l'Ukraine. Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que c'est réaliste? Alors, à vrai dire, je ne sais pas du tout sur quoi ça va déboucher. Ce que je vois, d'abord, c'est effectivement que le président Zelensky, vous avez passé cet extrait, a confiance. Parce que je reviens une seconde sur cette notion d'imprévisibilité. On le sait, c'est la base de la dissuasion, notamment d'ailleurs nucléaire, mais c'est la base de la dissuasion tout court, c'est-à-dire ne pas savoir ce que l'autre va faire. Et quand Zelensky dit, ben voilà, on va voir peut-être que vis-à-vis de Poutine, Trump va être imprévisible, ça veut dire que Poutine ne va plus savoir calculer. Et on sait que le président Zelensky était extrêmement, en colère, soyons clairs, avec l'administration Biden et en particulier le conseiller national de sécurité de Biden, Jake Sullivan, parce qu'il n'avait pas donné tous les moyens. Et là, il y avait une prévisibilité. On savait que si Biden soit était réélu quand il était question de sa réélection, soit vraisemblablement si Kamala Harris avait été élue, eh bien là, on aurait finalement un soutien toujours entre deux. Et donc là, il se dit, mais Trump va changer les choses. Alors, deux possibilités. Soit, effectivement, ce que vous dites, cette fausse Pax Americana. Alors, je dirais plutôt la fin de la guerre. Parce que la fin de la guerre, ce n'est pas toujours la paix. C'est-à-dire, à un moment, il y a un accord. Zelensky accepte parce qu'il n'a pas le choix de céder des territoires. Territoires, soit dit en passant, où les massacres des Russes, les tortures, les exécutions, les viols de masse, les déportations d'enfants continueraient. Ça veut dire que nous aurions autorisé cela, en parenthèse. Et derrière, une Russie qui peut se renforcer, elle est en mal en point économiquement, on le sait, et qui peut se préparer pour la prochaine guerre. C'est ça aussi que cela veut dire. Et est-ce que véritablement, dans le deal de Trump, il y aurait une capacité ou une volonté d'imposer à Poutine, qui évidemment ne le veut pas dans cette hypothèse, qu'il y ait des troupes européennes qui garantissent la sécurité des partis toujours en possession de Kiev? Mais ça, on ne le sait pas. Ouais, en tout cas, donc disons que cette solution-là, avec au moins des troupes qui garantissent la sécurité des territoires libres, c'est déjà un moindre mal, mais ce n'est certainement pas une solution qui va amener la paix à long terme. Juste un mot, vous disiez, bon voilà, Zelensky, on l'a entendu, il parie sur le côté imprévisible de Trump, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre, pourquoi pas, mais en tout cas Trump, il a commencé à donner des indications. Vous parliez de l'administration Biden, de Kamala Harris et de ce que aurait été, c'est-à-dire du Biden Light. Monsieur Trump, il a dit c'est fini les attaques à Metz, c'est-à-dire les frappes en profondeur à partir du territoire ukrainien vers la Russie. Il est clair, il est net, c'est terminé. Donc en gros, il désarme un peu l'Ukraine, il la rend plus fragile et plus vulnérable, il donne tout de même une indication de ce que pourrait être la Pax Americana. On a quand même des idées quand même. Encore une fois, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ces indications, vous avez aussi quand même des propos d'une partie de son entourage qui dit des choses un tout petit peu plus, un peu différentes. C'est à Keith Kellogg, son envoyé spécial voilà, notamment. Alors, ça change suivant les jours. Vous avez des pro-russes au sein de l'équipe Trump, soyons parfaitement clairs. Vous avez son vice-président d'abord, J.D. Vance. Vous avez son fils, Donald Trump Jr. Vous en avez un certain nombre d'autres qui sont là et qui sont... Bon. Donc on ne le sait pas. Vous avez, et à un moment, Trump qui devait ne rien faire, rappelez-vous, c'est lui qui a donné l'ordre, et c'était une grande chose d'ailleurs de son premier mandat, d'exécuter Soleimani, le chef des gardiens de la Révolution, et il l'a fait sans état d'âme, alors qu'il était quand même sur une ligne, voilà, il ne faut pas trop intervenir. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il va faire aujourd'hui. Et puis, encore une fois, les Européens, il ne faut pas oublier que l'Europe, dans son intégralité, a donné plus d'armes à l'Ukraine que
les États-Unis l'ont fait. Donc les États-Unis, l'Europe, ils vont quand même pouvoir dire voilà. Ça, on n'accepte pas. Oui, mais vous disiez tout à l'heure que l'Europe n'était pas anecdotique dans la résolution de ce conflit et dans l'idée d'avoir, on va dire, des scénarios de la paix sur la table. Néanmoins, on a appris que si au début du conflit, il y avait eu cette fameuse dépendance au gaz russe qui avait fait frémir, on s'en était retiré. Et pourtant, quand on lit le Point cette semaine, on apprend que la France, notamment, et l'Europe se rendraient dépendants maintenant de la Russie via les engrais. Ça peut paraître anecdotique, mais entre 2021 et 2020, et depuis le début du conflit, on va dire, les ventes d'engrais où on dépend de la Russie ont bondi de près de 117%. Donc est-ce que la dépendance qu'on lâche d'un côté sur le gaz, on ne la reprend pas d'un autre côté sur les engrais, quitte forcément à être beaucoup moins puissant quand on se retrouve autour d'une table des négociations? Je pense effectivement qu'il y a de la part d'un certain nombre de pays européens, y compris le nôtre, la France, il y a à un certain moment une incohérence absolument totale. Parce que vous avez parlé des engrais, effectivement cet article de Jadine Womser du Point, effectivement, qui est tout à fait passionnant d'ailleurs là-dessus, mais vous avez également, il ne faut pas oublier, le gaz naturel liquéfié que la France notamment continue à acheter. Moi je trouve ça absolument anormal, c'est-à-dire que d'un côté nous soutenons l'Ukraine, nous dépensons des milliards, heureusement d'ailleurs, nous donnons des armes, et puis de l'autre côté nous nous rendons dépendants. Je veux dire, et en plus sans aucune raison, parce que pour le gaz naturel liquéfié, il y a beaucoup d'autres sources d'approvisionnement. Pour les engrais, j'en suis absolument certain. Donc je pense qu'on est dépendant. En même temps, tous les pays européens, à un certain moment, je dirais, c'est quand même le test pour eux. Oui. Parce que qui va le plus souffrir s'il y a une fausse paix ou une demi-paix, c'est-à-dire où on n'a pas une Ukraine, je dirais, véritablement restaurée dans sa souveraineté et son intégralité. Ceux qui vont le plus souffrir, le risque principal, ce sont les Européens. Donc vous avez effectivement ceci que vous signez justement, mais c'est pas normal. Nicolas Tenzer, vous avez appelé votre livre « Notre guerre ». Mais est-ce que c'est vraiment notre guerre? Parce que ce ne sont pas des Français qui se battent pour l'instant. En Ukraine, on assiste quand même à une vague de désertion, notamment de la brigade Anne de Kiev, qui fait l'objet d'une controverse, où ont été formés quand même 2300 à 4500 soldats qui la composent. Et on voit bien, qu'il y a des vagues de désertion de plus importantes, Arlette Chabot. Alors, il y a visiblement, et Paris et Kiev sont très embarrassés, donc engagement du président de la République, 2300 Ukrainiens formés en France avec du matériel, les canons César qui ont été fournis, etc. Et puis, alors, disparition, c'est une enquête qui a été faite par un journaliste ukrainien qui révèle qu'effectivement, il y a des désertions. Il y a eu des désertions en France. Et puis, à leur retour aussi, il y a une partie de ceux qui ont été formés qui auraient aussi déserté. Qu'est-ce que ça nous dit? À la fois, je dirais, de la démobilisation, sans doute, de certains Ukrainiens qui ont envie ou moins envie de faire la guerre, ou bien il y a une autre version qui est donnée sur l'utilisation de ces soldats. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs aussi qui expliqueraient ces désertions, erreurs du commandement ukrainien qui aurait envoyé sur le front le plus dur des soldats qui n'étaient pas encore tout à fait prêts. Est-ce qu'il faut vraiment la vérité? Il y a deux éléments. Cette histoire est extrêmement gênante parce que je serai le président Macron, qui a promis d'ailleurs l'entraînement et l'équipement d'une deuxième brigade. Ouais. Je ne serai pas véritablement content. Et j'appellerai Volodymyr Zelensky en lui disant écoute Volodymyr, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte-moi, dis-moi clairement la vérité. Parce que ce n'est effectivement pas acceptable. Il y a manifestement, d'après les sources ukrainiennes que j'ai de mon côté, il y a eu des dysfonctionnements majeurs au sein du haut commandement ukrainien. Parfaitement évident. Je dirais dans la pratique, il y a eu... sur l'utilisation des soldats qui... Dans l'autorisation, c'est-à-dire que plutôt que de les garder ensemble, les équiper, les faire combattre ensemble, parce que ce pourquoi ils ont été effectivement formés en France, on en prend certains éléments, on les envoie, pardon de l'expression, malheureusement au casse-pipe, voilà, sans protection, sans les drones qui permettent de leur protéger. Donc là, il y a de la part du commandement ukrainien quelque chose qui est complètement... Et justement, vous vous dites pas, ce sont des civils, des gens ordinaires, des travailleurs qui viennent de villages, etc. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, même si je comprend à quel point il faut une bonne paix et non pas une mauvaise paix, de mettre fin à ce conflit dans le sens où les gens n'ont plus envie d'y aller, justement. Alors, je pense qu'il y a deux... Alors, d'abord, encore une fois, si on regarde les sondages aujourd'hui, vous avez une majorité d'Ukrainiens qui disent absolument clairement nous devons absolument aller jusqu'au bout. Comme le disait une ancienne députée ukrainienne, si nous combattons, nous allons perdre des milliers des nôtres. Si nous arrêtons de combattre, nous en perdrons des millions. Et je pense qu'il y a alors, qu'il y ait effectivement des désertions, oui, parce que précisément, à un certain moment, quand les soldats sont mal équipés, qui n'ont pas assez d'obus, qui n'ont pas assez d'armement, qu'ils ont l'impression que les Occidentaux les lâchent, voilà, bien sûr. Et donc il faut mieux, en tout cas, que Vladimir Poutine capitule de lui-même, si je puis dire, si je peux résumer, parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne dans quelques secondes. Il faut essayer de le forcer effectivement à aller dans cette direction. Voilà, c'est ça. Mais ça dépend aussi de nous, pas des Français nécessairement uniquement, mais des Occidentaux. Regardez l'état de la Russie, un seul mot.
on a la capacité. Il ne faut pas être défaitiste quand on voit l'état de la Russie aujourd'hui.